baba falalebe iragile ngirame forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour. Bonjour. Monsieur Zouendjeu Yota Ejeune, c'est bien votre nom, hein? Zouendjeu Yota Ejeune. Yota Ejeune. Oui, tout à fait. Vous êtes un chef d'entreprise dynamique à Chartres, en France. Mais est-ce que vous êtes toujours camerounais? Naturellement que je suis toujours camerounais. Le fait d'être en France ne nous enlève pas nos cultures, nos origines camerounaises. Vous venez en Europe, pour quelle raison? Pour poursuivre vos études ou parce que vous considériez en ce moment-là qu'il fallait venir un peu comme tout le monde chercher sa vie? Non, évidemment, effectivement, j'ai fait mes études au Cameroun. J'ai débuté mes études au Cameroun. Et tout naturellement, je suis venu les terminer en France. En quelle année vous venez en France? Quel cursus? Bargé 2, licence en sciences économiques, option et gestion des entreprises à l'université de Yaoundé. Et en 87-88, obtention de cette licence. Et je viens sur Paris pour une maîtrise à Assas, à l'université Assas à Paris. Donc voilà, pour quelles raisons je suis venu en France? Je dirais pour continuer mes études. Et depuis lors, vous n'êtes pas rentré, on ne peut pas vous le reprocher, nous sommes quelques milliers à avoir, après des études, resté en France. Évidemment, votre profil, gestion des affaires, dirigeant des entreprises, vous conduisez à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes chef d'entreprise de 2 entreprises, nous allons y revenir. Comment vous rentrez dans le monde de l'entreprise, surtout quand on est en France, quand on est noir, qu'on n'a pas forcément des fonds propres? Comment vous entrez dans ce milieu fermé? La question m'est très souvent posée. Naturellement, je vous ai dit que je venais en France pour terminer mes études. Donc j'avais vocation à rentrer au Cameroun après des études. C'est un concours de circonstances après, ce qui m'amène à rester en France. Après mes études, ma spécialisation à Orléans, je suis... Orléans qui est une région, pareil, une région de France. Qui est une région de France, qui est le chef-lieu de la région centre. Donc j'ai fini des études de SS en finance et contrôle de gestion à Orléans. Je suis contacté par la première entreprise de France, industrielle de France à cette époque, la société Alstom qui fabrique les TGV. Et dans sa filiale, la Générale de Productique à Orléans, qui me propose un contrat à la fin de mes études. Je note au passage que j'ai fait mon stage de fin d'études, de spécialisation dans cette entreprise-là. Donc, qui me propose un contrat après ces études. Un contrat pour faire quoi, monsieur? Comme contrôleur de gestion junior à la Générale de Productique à Orléans. Fort que, je dirais heureusement aujourd'hui, mais à l'époque c'était invraisemblable. Je suis contacté 6 mois plus tard par un cabinet de chasseurs de tête qui me propose tout simplement de quitter la première entreprise de France pour aller à Chartres, où nous sommes, intégrer une PMI de 30 personnes qui était en difficulté. Donc, proposition, je dirais, indécente. Mais logique dans le monde de l'entreprise. Voilà, je dirais on prend les meilleures têtes, hein, les personnes les plus... Donc, indécente pour plusieurs raisons, parce que c'est inconcevable de quitter une très grande entreprise pour aller dans une toute petite entreprise. C'est même pas une PME, c'est une TPI, comme on dit aujourd'hui. Et qui plus est en difficulté, et au surcroît pour au moins 2 fois de salaire en moins. Donc, vous acceptez quand même et donc... Je vais vous passer les péripéties, oui. Mais toujours est-il que ce qui me paraissait invraisemblable est devenu la réalité, puisqu'en bout de course, j'accepte.
J'accepte dans un premier temps d'auditer cette entreprise et de prodiguer mes conseils aux chefs d'entreprise. Cette entreprise avait déjà travaillé un peu dans le même corps de métier que le vôtre précédemment, ou ça n'avait rien à voir? Attendez, j'arrive dans un secteur industriel parce que votre question sous-entend une autre que vous n'avez pas explicitement évoquée. Vous êtes noir, vous êtes chef d'entreprise en France, de 2 entreprises, mais le plus difficile, à mon avis, n'était pas celui-là, c'est chef d'entreprise dans l'industrie, parce que là, on est dans l'industrie de pointe, dans la haute technologie, qui est un milieu effectivement très fermé, et qui plus est compliqué par le fait que je ne suis pas ingénieur, je suis gestionnaire de formation, comme vous l'avez fait remarquer. Et je me retrouve dans une toute petite entreprise, dans la technologie de pointe, ayant fait un cursus de gestion dont il a fallu tout appréhender au niveau technique. Pour diriger des techniciens, il faut au moins parler leur langage. Oui, quand même. Donc il a fallu s'investir énormément pour comprendre les codes, pour décoder le processus. Et on peut le dire aujourd'hui, et pouvoir s'imposer dans ces secteurs-là. Très bien. Alors donc, cette entreprise, vous devenez manager, vous la managez, ça se passe bien. Ce qui m'intéresse et la question que je vous pose maintenant, c'est celle de savoir comment, en quelle année vous créez votre première entreprise. Cette fois, on ne vient pas vous chercher, c'est vous. Est-ce que c'est la même entreprise ou bien c'était oui, une autre démarche? Ce parallèle doit être fait. Donc, j'accepte la mission en août 1990. J'accepte cette mission. Je vous ai dit au passage que c'était une société qui était en difficulté. La mission, je la mène 2 ans et malheureusement, la société dépose son bilan. Et c'est dans le processus de relance de cette société que je me place comme repreneur. Et je crée en novembre 1992 la première société, Fabrication Mécanique du Centre, qui reprend à la barre du tribunal de commerce le fonds de commerce de cette société-là et qui la redéveloppe et pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous n'avez pas fait un coup, comme diraient certains, faire tomber, couler une entreprise et vous reprenez la main pour la développer davantage. C'est une boutade et c'est aussi une gentille provocation. C'est une gentille provocation et je relèverai le défi, rassurez-vous. Je vous ai dit au passage que j'ai intégré une société qui était en difficulté, que j'ai intégré une société où les dés étaient jetés. J'ai travaillé pendant 2 ans plus pour, je vais vous passer les détails, pour protéger le chef d'entreprise qui était à l'époque très fortement engagé au niveau des cautions. Vous savez ce que c'est. Diriger, c'est prendre des risques. Prendre des risques même sur son patrimoine personnel. C'était le cas de ce monsieur. Donc la mission pour ma part, et d'ailleurs partagée par lui, était une mission réussie. Parce que l'une des missions, c'était de sauver sa propre personne. Il était conscient que l'entreprise ne pouvait pas être sauvée, mais il avait d'énormes difficultés au niveau de ses cautions. Bon, comme ça relève du domaine privé, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais toujours est-il que la mission a été réussie, puisque ce monsieur a pu sauver ses biens pour la plupart, et que fort heureusement, le fonds a été pérennisé. Donc cette société vit désormais, et elle marche même très bien, vous m'en parliez il y a un instant. Quelle est sa spécialité, la spécialité de cette première entreprise créée en 1992 dont justement, la fabrication mécanique du centre a pour domaine d'activité la fabrication des pièces pour l'industrie lourde. Donc à ce titre, la société FMC fabrique des pièces pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour la machine spéciale, le médical et le pharmaceutique, pour l'armement. Et au passage, c'est avec un grand plaisir que je pourrais vous dire que la société a été réquisitionnée lors de la première guerre du Golfe. Nous avons été réquisitionnés pour fabriquer des pièces pour l'armée française. Bon, donc j'ai dû
à cette époque, à mon jeune âge, signé des contrats de confidentialité avec l'armée française pour la guerre du Golfe. Donc, ça fait partie de ce que je peux présenter aujourd'hui comme un trophée pour la société FMC. Touché à votre honneur. Alors que cette entreprise dont vous nous parlez marche très très bien. Je dis, elle fait même des bénéfices, mais comme cela ne suffisait pas, vous montez une autre entreprise derrière, et dont la spécialité est cette deuxième entreprise. Oui, cette deuxième entreprise que je crée en 2000 est spécialisée dans la conception et la fabrication des outillages pour le conditionnement pharmaceutique. Donc, c'est une niche. Ce fut une opportunité à saisir, que j'ai saisie en 2000. Donc, nous fabriquons pour l'industrie pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques, fabricants de médicaments. Nous concevons et fabriquons des outillages pour leur conditionnement. En fait, des emballages, finalement, non? Ce n'est pas les emballages. C'est pas les emballages. Le laboratoire pharmaceutique a deux problématiques. La problématique de la fabrication du médicament lui-même. Et la deuxième problématique, entre autres, c'est celle de conditionner ces médicaments pour le grand public. Donc, entre les deux, il y a les machines de conditionnement. Donc, nous devons fabriquer les outillages pour automatiser l'opération de conditionnement. Donc, pour cela, on a un cahier de charges précis à respecter. C'est toujours un savoir-faire à vendre. Et nos techniciens que vous avez pu rencontrer lors de ce visionnage, de ce tournage, conçoivent, à partir du cahier de charges du laboratoire pharmaceutique, l'outillage adapté à la ligne de conditionnement pour le comprimé ou la gélule ou le flacon prédéterminé par le laboratoire pharmaceutique. Alors, les deux sociétés que vous gérez de maître ont un effectif de 20 personnes, enfin 20 techniciens de haut niveau, de grande précision, voilà, puisque c'est des machines, il faut concevoir, il faut fabriquer, il faut commercialiser. Mais bon, 20 personnes, à majorité, j'ai vu, d'origine européenne. Pourquoi il n'y a pas de Noirs de Noirs? On n'a pas assez de techniciens, assez de savoir à cet endroit-là, à ces niveaux-là? C'est une fierté, effectivement, d'employer les Européens dans ces deux sociétés. Pourquoi il n'y a pas de Noirs? Ce n'est pas un choix. On a besoin de technicité, on a besoin de savoir-faire. Et fort malheureusement, nos compatriotes ne s'engagent pas toujours dans le sens de l'emploi. Ils font des études pour faire des études. Vous avez compris que nous sommes dans un secteur de haute technologie. Donc on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens d'ateliers formés pour la fabrication mécanique et tout. Malheureusement, nous avons tendance à faire du droit de l'économie, et j'en suis le vibrant exemple, du droit de l'économie, de la gestion et tout. Vous m'affirmez que vous avez quand même cherché de voir s'il n'y avait pas, évidemment pour faire l'équilibre, qu'il n'y avait pas des techniciens dont vous avez besoin, qui soient aussi d'origine européenne qu'afro-antillaise. Vous avez quand même fait cet effort. C'est justement pour qu'on comprenne bien comment vous fonctionnez et quelle est votre conception des choses au moment où on parle du métissage, de leur envoi dans la rencontre des cultures, des civilisations, des techniques, des expériences. C'est pourquoi je vous posais cette question-là. Est-ce que c'était un choix ou c'était, encore une fois, une forme d'exclusion? Je ne parlerai pas de racisme. Je dirais même que je suis allé plus loin que ça. Je suis un militant de l'intégration. De ce qu'on appelle communément la minorité en France. Donc, je suis engagé dans des actions d'intégration des étrangers en France. Oui. Bon, donc, ceci m'amène naturellement à rechercher, pour ce qui est de mon activité professionnelle, des techniciens issus de l'immigration. Issus de l'immigration, qu'ils soient français ou pas français, mais des techniciens issus de l'immigration. Oui, mais qui correspondent à votre demande, à votre qui est un savoir-faire, qui correspond au savoir-faire. Voilà. Nous nous engageons même à les former, mais je peux vous affirmer que ce n'est pas très facile. Très bien.
atelier de fabrication. Tout ce que vous voyez, c'est des types de pièces. La variété des pièces qui sont fabriquées. Vous avez de la différine, ce que nous avons vu. Vous avez des types de pièces qui sont en inox, en laiton. Jean-Pierre, la star de l'atelier. C'est le plus ancien employé de FMC. Ça fait 40 et quelques années de tout. La 43e année de travail. Et bientôt, il sera amené à faire valoir ses droits à la retraite. Là, nous sommes en métrologie. Toutes les pièces qui sortent de l'atelier passent par là pour le contrôle. C'est la partie contrôle. C'est ici, c'est dans ce bureau qu'on doit donner le bon pour livraison ou à refaire. Toute la partie métrologie. Conception mécanique. Là, on a une conception des programmes. Toutes les commandes numériques que vous voyez là, les programmes sont faits à partir de ce bureau. Donc, ils conçoivent les programmes à partir des plans, comme voilà. Les plans sont interprétés en programmes et les programmes sont basculés sur les machines pour être fabriqués. Donc, au départ, je vous ai montré les pièces. Au départ, c'est sur du papier que nous transmettent nos clients par Internet ou par courrier ou par fax. Les techniciens qui sont là vont transformer cette pièce en programme numérique, et le programme sera basculé sur la machine. Donc ça, c'est des commandes numériques qui sont en train de fabriquer cette pièce-là. La machine est en activité. C'est piloté par un ordinateur de bord. C'est pourquoi on parle des machines à commande numérique, parce que le programme entre dans l'ordinateur que vous voyez là et donne les informations à la machine, et la machine exécute ce qu'il y a à faire. Alors mon petit Alain, ça avance? Oui, ça avance. Voilà, c'est un autre centre d'usinage. Monsieur Baucher, c'est le représentant du personnel. En même temps, voilà. Alors Cyril, attention, tu es filmé. Bonjour. Voilà. Donc là, on est en présence d'un autre centre d'usinage qui est en train de fabriquer ces pièces-là. Elles sont en cours de fabrication. Et actuellement, la machine est en train de tourner. L'une des pièces est dedans, elle est en train de travailler. À la sortie, c'est pour faire tous ces perçages, faire cette opération de filetage, et ainsi de suite. Là, c'est une machine qu'on est en train de remettre en état pour le Bénin. C'est une machine qui va dans un laboratoire pharmaceutique au Bénin, dont le laboratoire a acheté la machine d'occasion en France. Elle nous a fait livrer. Nous allons la remettre au goût du jour et avant de l'expédier au Bénin. C'est une machine pour la fabrication des comprimés, les nivatines. C'est dans un laboratoire au Bénin qui fabrique les nivatines. Voilà. Donc toute cette partie, toutes les pièces que vous avez vues, au début, c'est la matière première. C'est des vulgaires bouts de matière en plat, en rond, et qui sont transformés en pièces telles que définies par les plans des clients. Monsieur Swenger Yota est jeune. Dans quelle mesure vos deux sociétés qui marchent fortement en France, à Chartres, peuvent accompagner la construction du Cameroun vers l'émergence 2035? Oui, je vous ai fait remarquer, ou vous l'avez détecté au cours de notre entretien, que les deux sociétés intervenaient dans un secteur de haute technologie, un secteur de pointe. Aujourd'hui au Cameroun, malgré toute ma volonté et ma recherche, je n'ai pas encore trouvé de domaine d'application de notre secteur d'activité au Cameroun. En revanche, la volonté étant, j'ai développé d'autres activités au Cameroun pour apporter ma pierre, ma contribution à la construction de ce pays qui nous est tous très cher. Donc aujourd'hui au Cameroun, depuis à peu près une dizaine d'années, ce que j'ai appelé le retour au pays natal. Oui. Cette fois avec une activité. J'ai créé plusieurs activités dans l'immobilier où j'ai construit un immeuble locatif, je vous en ai parlé, dans la microfinance où j'emploie une centaine de salariés actuellement au Cameroun, et dans l'éducation où j'ai été membre fondateur d'une école à Yaoundé. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'opportunité et l'occasion
d'en faire plus. Voilà ma modeste contribution à la construction de notre pays. Vous indiquez il y a un instant que, et parce que le Cameroun, comme l'Afrique d'ailleurs, ne fabrique rien, que la production de vos sociétés ne sert pour l'instant pas à grand-chose dans notre Cameroun, puisque on ne fabrique pas, donc on ne peut pas... Nous avons plus une économie de distribution qu'une économie de fabrication. Ouais. Et effectivement, il nous appartient de développer l'aspect fabrication, l'industrie lourde, parce que la valeur ajoutée, c'est à ce niveau-là. On a une économie qui est plus une économie de tertiaire, une économie de commerce, une économie d'échange, qu'une économie de fabrication. Je le souligne pour le déplorer. Mais naturellement, il va falloir que nous travaillons. Et la solution, c'est quoi? C'est dans la formation? Ça commence par la formation. Ça commence par la formation. L'investissement aussi? L'investissement vient, mais les ressources pour développer des sociétés industrielles en dehors des machines, c'est surtout, et je vais peut-être vous surprendre en vous le disant, c'est surtout les ressources humaines qui manquent. Donc les ressources humaines, c'est la formation. C'est la formation, c'est la formation, c'est la formation. Et pour l'instant, on n'a pas assez formé. On n'a pas suffisamment formé de jeunesse, même dans l'esprit d'entreprise. Parce que la technicité n'est pas découplée, n'est pas à découper à l'esprit d'entreprise. Il faut allier les deux, il faut donner aux Camerounais l'envie d'entreprendre. C'est pas à vous, c'est pas votre rôle à vous, entrepreneur, chef d'entreprise, de donner cette impulsion-là, de créer davantage, comme vous le dites vous-même, des centres de formation et d'animer ces réseaux qui est aussi, c'est une responsabilité partagée entre l'État et vous, chef d'entreprise, c'est pas ça? C'est effectivement une responsabilité partagée. Je crois d'ailleurs que si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça répond à cet impératif de formation, d'exemple, de motivation de la jeunesse camerounaise pour leur montrer le chemin, pour baliser le chemin. Effectivement, il revient aux chefs d'entreprise d'entreprendre, au secteur privé d'entreprendre, à l'État de donner l'impulsion. L'émergence à l'horizon 2035 ne sera possible que s'il y a effectivement le concours des deux acteurs, l'acteur économique, l'acteur privé, qui sont les chefs d'entreprise, et l'acteur public qui est l'État, qui doit créer le cadre pour développer ces activités-là. Le dynamisme camerounais, je parle du Camerounais de la diaspora, n'est plus approuvé, sauf que c'est encore une communauté, en tout cas une diaspora un peu dispersée à travers les pays européens. Comment vous faites pour vous rencontrer, pour réfléchir ensemble sur comment vous pourriez ensemble contribuer au développement de votre pays d'origine, le Cameroun? Est-ce qu'il y a des liens entre vous? Dans votre question, je dirais que c'est une projection. Vous êtes dans une vue prospective. Oui. C'est ce qui devrait être. Et ce n'est pas le cas, pourquoi? Il faudrait qu'on s'interroge. Il faudrait qu'on s'interroge. Effectivement, il faudrait trouver des voies et moyens pour que la diaspora puisse fédérer ses forces. Parce que, je ne vous le fais pas dire, le Cameroun regorge, la diaspora camerounaise regorge de beaucoup de compétences. Et tous ensemble, on pourrait effectivement porter un grand projet pour le Cameroun. Mais je dois le déplorer, ce n'est pas encore le cas. Ah oui, mais la solution, c'est laquelle alors, M. Swenge, c'est que on le constate, on le déplore et on ne fait rien. Quelle est la voie à suivre? Quel est votre projet? Puisque voilà, un grand chef d'entreprise comme le vôtre, c'est aussi proposer une solution tout de suite, en tout cas en termes de réflexion. Vous savez, pour construire l'ensemble, il faut déjà se construire soi-même. Oui, ça, vous l'avez fait. Voilà, il faut déjà se construire soi-même. Oui. Et nous sommes à 6000 km de notre pays, dans un environnement qui n'est pas forcément favorable, je dirais même qui est hostile. Il faut se battre pour exister, il faut se battre pour s'imposer, au-delà d'exister. C'est ce que nous avons fait. Voilà. C'est ce que la diaspora camerounaise dans son ensemble, je ne parle pas de M. Zouadja en tant que personne,
La diaspora camerounaise se défend, s'impose même dans beaucoup de domaines. Et effectivement, je vous consens qu'il y a une étape qui n'est pas encore franchie et qui devrait l'être. Et qui doit l'être. Donc c'est un espoir. Alors, vous aimez votre pays d'origine, le Cameroun. Qu'est-ce que vous gardez en vous qui soit vraiment quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas vous en passer? C'est des culturels. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est quoi votre... Quelque chose dont on ne peut pas se passer, c'est déjà la langue. Nous sommes en France. Vous n'avez pas tout oublié pendant ce temps-là, après avoir dirigé un... Quand vous parlez de tout oublier, c'est pas tout oublier. Je n'ai rien oublié du tout. Et je dirais, si vous m'en donnez l'opportunité, je dirais que... Dites-nous quelque chose, dites à ceux qui nous regardent, à la CIR TV, à travers la CIR TV, adressez-vous à votre communauté directement et, je suppose, directement parfaitement. À ma communauté, je dirais que ngoya tsobobo bo nde tsobobo amo tchade zino amen zino mzo yota. Explication très brièvement. Non, je souhaite bonne vie à ma communauté, la communauté d'Undé, puisque je suis originaire d'Undé, et plus précisément de Bazou, donc je les salue. C'est un clin d'œil à cette communauté-là. C'est le mot de la fin. Monsieur Zwenje Yota Eugène, chef de 2 entreprises à Chartres en France, était bien notre invité. Présentation Mathieu Mbarga Abega, face aux caméras de monsieur Martin Key, une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions, dirigée par Fleur de Vaux à Paris. Au revoir et à bientôt.